l'être humain, on a développé une intelligence suffisamment importante pour, si on le veut, faire de la sélection génétique sur nous-mêmes, en fait. Donc, si on veut faire des croisements comme on l'a fait avec les chiens, les vaches et les chats, entre les humains pour faire passer des tests de QI et faire des croisements de trucs de plus en plus intelligents, voilà, par exemple, on a la démonstration d'une fonction qui, quand elle est apparue, a la capacité de s'amplifier elle-même. Ouais. Mais bon, là, c'est juste un exemple pas éthique, mais il y a d'autres il y a d'autres exemples un peu plus terre-à-terre qui existent dans l'évolution, quoi. Et même, ça va plus loin que ça parce on a même la faculté de faire des OGM, donc en fait, d'insérer des fonctions, voire même de créer des gènes de toutes pièces. Et donc, en fait, on a même la faculté, c'est comme si l'évolution avait favorisé une intelligence qui permet de court-circuiter ce processus. Et du coup, est-ce que comment est-ce que tu envisages ces questions? Est-ce que, par exemple, une espèce qui édite son propre génome, ça rentre dans un processus de définition de vie aussi C'est ce qu'un chercheur a appelé une espèce post-darwinienne. post-darwinienne? Post-darwinienne, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un système vivant où on se demande en fait s'il est vivant, si on considère que la vie est un système auto-entretenu capable d'évolution darwinienne. On peut très bien en fait ne se reproduire. On peut tirer un trait, voilà, je parle de transhumanisme ou sur le long terme, ou d'autres civilisations peuvent tirer un trait sur la reproduction et l'évolution darwinienne, qui est un ensemble aveugle d'essais-erreurs, et se reproduire par clonage, par exemple. Donc là, voilà, donc ça c'est bon. Après, si elle est encore capable d'évolution darwinienne, elle peut être considérée comme vivant, mais on peut très bien considérer des êtres stériles qui ne sont plus que capables de se reproduire que dans des laboratoires. Et là, oui, là c'est une autre type de civilisation, de population d'êtres vivants ou d'êtres voilà, post-darwiniens, c'est comment on le définit. Et est-ce que du coup tu penses que dans toutes les expériences qui ont été menées pour détecter de la vie extraterrestre, notamment dans les sondes qui ont été envoyées sur d'autres planètes, est-ce que on a des biais qui sont trop forts à vouloir chercher de la vie qui ressemble trop à ce qu'on connaît? Et comment est-ce que on peut prendre en compte une recherche de vie qui dépasserait du coup un peu celle qu'on connaît, quoi? Alors on a des biais qui sont assez forts, mais qui sont très légitimes, parce que la vie telle qu'on la connaît est le seul exemple de vie qu'on connaît. Donc commençons par le commencement. Si on veut rechercher de la vie voilà, dans l'espace, c'est pas être chauvin ou terra-centré que de rechercher par exemple des biosignatures, donc des marqueurs du vivant qui ressembleraient à des molécules que nous on a. On pourrait se dire, voilà, parce qu'en fait, on ne sait pas si d'autres systèmes vivants peuvent exister qui seraient très différents d'une autre. Voilà. Donc en fait, c'est une démarche philosophiquement qui est assez saine. Ensuite, on peut se dire, on peut passer à côté d'autres systèmes vivants qui ne ressemblent pas du tout à la vie telle qu'on connaît. Ok, mais alors dans ce cas-là, on cherche quoi? On a une infinité de... En plus, ça dépend de ce qu'on définit comme vivant. Donc, on a une infinité d'hypothèses à tester. C'est là où rentre l'intérêt de la définition de la vie. Et surtout, arriver à définir la vie dans l'univers. Donc, par exemple, si on considère que la vie est un système chimique auto-entretenu, capable d'évolution darwinienne, ça ne sous-entend pas que la vie est basée sur le carbone, par exemple. Ça ne sous-entend pas que la vie est basée sur l'ADN, sur des protéines, sur des cellules. Ça sous-entend seulement que c'est un système chimique auto-organisé capable d'évolution darwinienne.